Bonsoir à tous, bienvenue dans Chemin Critique, votre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder une question ou bien un sujet très important, un sujet d'actualité lié à la sécurité de la RDC, une information qui bouge la toile et fait réagir l'opinion tant nationale qu'internationale, mais aussi les institutions du pays ici à l'interne. Il s'agit bien évidemment déploiement des forces régionales de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que cette partie du pays est en proie des groupes armés depuis des décennies, nonobstant les initiatives de rétablissement de la paix qui n'ont malheureusement pas changé la situation. La RDC a tourné vers ses voisins de l'Est, plus précisément dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, une organisation sous-régionale dans laquelle il est membre. Ensemble, les chefs d'État de cette organisation sous-régionale avaient décidé le déploiement des forces régionales en République démocratique du Congo pour imposer la paix dans cette partie du pays. 6 mois après la signature de cet accord, bien évidemment avec également le déploiement de ces forces sur le sol congolais, place à présent à l'évaluation. Mais pour en parler, bien sûr, nous avons sur ce plateau deux invités. À ma droite, j'ai M. Dieudonné Mouchagaloucha. Il est coordonnateur national du panel des experts de la société civile, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans Chemin Critique. Merci beaucoup, Edouard, et je suis très ravi d'être encore sur ce plateau que je trouve amélioré. Un plateau neuf, ça nous réconforte, ça nous met dans une bonne position de pouvoir intervenir. Et j'en profite pour saluer les nombreux téléspectateurs de Géopolis. Merci. À ma gauche, j'ai Gustave Tibangou. Il est coordonnateur du réseau des jeunes agents de changement de l'Union africaine en RDC, mais également assistant à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, à qui je dis également bonsoir et bienvenue dans Chemin Critique. Merci beaucoup, M. Edouard. Et c'est ma première fois de participer à votre émission, Chemin Critique. Comme mon collègue a dit, mon co-débatteur, les plateaux, il est très bien amélioré. Merci en tout cas. On va faire un bon débat. Voilà. Je rappelle que le mandat, comme je le disais tout à l'heure, le mandat des forces régionales, bien sûr, est d'assurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et d'imposer à tous ceux qui veulent, à tout prix, de créer l'instabilité et l'insécurité dans cette partie de la région. 6 mois après leur déploiement, je disais ici, sous le sol congolais, comment évaluez-vous ce mandat? Je commence par M. Dieudonné Mouchagaloucha. Bon, comment évaluer les mandats? Je ne sais pas, le mandat peut s'auto-évaluer lui-même, mais il n'est pas à nous de pouvoir l'évaluer, d'autant plus que vous aviez parlé de la mission de ces mandats qui jusqu'à présent peine à être réalisés, mais également c'est pour les besoins pour lesquels on avait fait venir cette mission. Jusque-là, on ne voit rien de plus. Mais il faut d'abord se poser la question de l'adhésion de notre pays dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, que nous pensons n'était pas approprié. Il n'y avait aucune raison jusqu'à présent. Nous, au niveau des acteurs de la société civile, là je ne parle pas de moi-même, mais des collègues qui sont dans les 5 provinces concernées, de l'Est, le Sud, le Nord, l'Ituri, le Maniema et Tanganyika ont déjà fait une réflexion et ont demandé même le départ de cette force parce que cette force n'a rien apporté en termes de réduire la situation qui n'est pas bonne sur le plan sécuritaire, de pouvoir l'améliorer, mais en termes aussi de lutter contre les groupes armés qui sont là, en termes de faire avancer le processus de paix sur le plan des fronts militaires, mais également en termes surtout d'assurer la sécurité des citoyens, de nos compatriotes, et au-delà de tout, en termes de récupérer une certaine partie ou certaines localités ou certains groupements qui sont sous le contrôle du M23. Donc depuis que les forces sont venues, d'ailleurs la situation s'est empirée plus, on a fait venir les forces de l'EAC à un moment où Bunagana a été sous contrôle du M23 et M23 a continué à prendre plus encore des villages qu'avant, et donc la présence de cette force n'a rien apporté en termes clairs. Et il vous souviendra que, si j'ai bonne mémoire, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, avait dit dans une des chaînes que je ne veux pas citer sur ce plateau pour ne pas faire la publicité de ces médias, comme je sais que c'est interdit, je suis un habitué des plateaux, je ne vais pas citer notre média ici, mais le président avait dit que non, ils vont venir pour faire partir les M23, ils vont passer par la frontière en passant par Bunagana et tout. Mais malheureusement, il y a eu une contradiction totale, une contradiction décriante, une contradiction
qui a déjà montré que cette force ne va pas apporter un changement parce que finalement, au lieu de passer par Bunagana, ils sont passés par d'autres contours et ne voulant pas attaquer les M23. Et donc, c'est une présence inutile, je pèse bien les mots, il n'y a pas une autre manière de les qualifier. J'aurais bien voulu que quelqu'un me mette à défi par rapport à ça, qu'il me donne des éléments sur lesquels on peut dire que la présence de cette force est utile pour notre pays. Et c'était d'ailleurs clair que cette force ne pouvait rien apporter. Nous partons adhérer à l'EAC. Il faut d'abord voir la configuration de ces pays-là. Nous ne cessons jamais de le dire que c'est les Rwandais qui nous attaquent à travers les supplétifs du M23. Nous, la RDC, on va dans une communauté où il y a des États qui avaient déjà tissé des relations depuis longtemps. Des États qui ont des relations solides et consolidées. Des États qui ont des éléments, comment il faut dire, semblables en termes de valeurs, qui partagent, voilà, les mêmes valeurs culturelles, économiques et je peux dire même politiques. Nous venons et nous pensons que nous pouvons arriver là pour qu'on puisse nous faire les bons yeux. C'était clair que il va y avoir un déséquilibre, il va y avoir un penchant envers les Rwandais contre la RDC. Ça, on n'a pas besoin de faire des analyses, mon frère. On n'a pas besoin même d'avoir un desk pour cela. Et donc, le départ était biaisé. Et je pense que le président de la République, c'est vrai, il a la bonne foi, il a la bonne volonté de pouvoir mettre tout en œuvre pour tenter de récupérer ou pour récupérer les parties du territoire qui sont occupées, raison pour laquelle il peut tendre la main n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel moment, mais il doit y avoir quand même les gens qui doivent les conseiller. Et je pense que ceux qui ont conseillé le président de la République d'aller faire adhérer la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ils l'ont mal conseillé. Et ce qui est encore grave, les conseillers ou ceux qui étaient vraiment dans les desks d'influencer le président de la République d'aller signer cet accord pour faire venir les forces de l'EAC, je pense qu'il devrait demander pardon à l'ensemble de la population congolaise. D'autant plus le contexte de cette partie du territoire national est connu. Nous avons la MONUSCO qui est déjà sur place là-bas. Et donc la MONUSCO... ont toutes les deux une même mission apparemment. Voilà, les deux ont une même mission, mais il faudra montrer que même les forces de l'EAC ont dérogé sur les missions. Ils ne peuvent pas se présenter là où se trouvent les missions des Nations Unies. C'est clair dans la charte. Lorsqu'on a une force des Nations Unies, il est impossible de pouvoir amener encore une force régionale pour pouvoir intervenir là. Et dans cette force de la MONUSCO, nous avons l'unité, la brigade d'intervention, la brigade spéciale qui est composée, je crois, de Tanzanie et tout ce monde-là. Ça se trouve là. Et n'oublions pas en plus que Nord Kivu est sous état de siège. Donc, on a un état de siège, on a la force de la MONUSCO, on a la force de la brigade d'intervention spéciale, et tout ça. Et puis, on va encore amener des forces de l'EAC qui vont peser sur la machine en termes de commandement, en termes de ceci ou cela. Et donc, nous pensons que voilà. Nous l'avions demandé clairement. Là, je parle au nom de la société civile et surtout les coordinations provinciales des 5 provinces, parce que je suis en communion avec eux et nous avons échangé avant de venir sur ce plateau. Ils ont demandé et ils continuent à demander les collègues que la force de l'EAC puisse quitter le territoire national. D'ailleurs, ils sont partis, là, le Sud Kivu est parti faire un lobbying lorsqu'il y avait le sommet de Bujumbura. On venait de faire des marches également. Et donc, la position de la société civile est claire. Donc, on retient qu'aucune raison de l'adhésion du pays dans cette organisation sous-régionale, mais également le déploiement des forces régionales en RDC ne sert à rien. Donc, Gustave Tshibangu. En attendant, mon compatriote puisse prendre la parole une seconde. Non seulement aucune raison, mais il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Gustave Tshibangu, comment évaluez-vous le mandat des forces régionales en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je suis d'abord très heureux de partager ce plateau avec mon vieux, que je suis toujours. Il est de la société civile, c'est très intéressant ce qu'il est en train de dire. Mais en fait, je reviens un peu sur ce qu'il a dit. Les raisons qui ont poussé le pays à pouvoir adhérer à cette organisation. Moi, je dis toujours, je commence d'abord par une expression que je dis toujours, que les questions non répondues d'hier sont le problème et les crises d'aujourd'hui. Et les crises ainsi que le problème d'aujourd'hui non répondus sont des crises, mais également des problèmes dans l'avenir, dans le futur. Et donc, cette question de la sécurité de la partie de l'Est, c'est une question complexe.
lorsqu'on l'aborde, on doit l'aborder de manière holistique. Ça veut dire que même l'adhésion de la RDC dans cette organisation, comme je vous ai dit, moi, je suis également assistant à l'université et j'assure les cours d'organisation et fonctionnement du commerce international. Il nous arrive de pouvoir aborder des questions des communautés régionales ainsi que sous-régionales. Et vous ne pouvez pas oublier aussi que je suis coordonnateur... Là, c'est sur le plan économique, bien sûr. Je suis coordonnateur de jeunes agents de changement de l'Union africaine. Et donc, les raisons ne sont pas que politiques lorsqu'on adhère dans une organisation régionale ou sous-régionale. Nous avons un problème qui est prioritaire dans notre pays, c'est la sécurité. Et donc, la première raison qui peut venir dans la tête des Congolais, lorsqu'on adhère à une organisation régionale, on voit d'abord la paix. Mais au-delà de la paix, il y a également d'autres raisons, et je crois il a eu à le parler en passant. Au-delà des raisons politiques, il y a des raisons également économiques. Et en ce qui concerne les raisons économiques, par exemple, je peux vous dire que la RDC, dans cette organisation sous-régionale, nous sommes à 7. La RDC ne partage pas les frontières uniquement avec un seul pays. Les 5 autres pays, la RDC partage avec ces pays des frontières, à part le Kenya, Ouganda, Burundi, tous nous partageons nos frontières avec ces pays. Et donc, les raisons économiques, c'est que vous pouvez voir, regardez seulement, le commerce transfrontalier entre nous, la République démocratique du Congo, ainsi que le Rwanda, avec qui nous sommes en réalité en guerre. Lesquelles relations sont déjà suspendues? Suspendues, mais l'économie n'est pas suspendue. Les Congolais, mais également les Rwandais, continuent à commercer. Je peux vous dire que plus de 70 000 Congolais et Rwandais traversent chaque jour pour échanger les marchandises. Et donc, il y a échange des biens et services. Et n'oubliez pas que notre pays, nous les disons haut chaque fois, que nous sommes une économie extravertie. Et c'est une réalité. Lorsque vous partez même à l'est de la RDC, regardez seulement la récupération de quelques zones, entre autres dans les Massissi, de M23, il se pose un problème au niveau de la ville de Goma, en termes de commerce. La population est en train de crier fort. Parce que l'approvisionnement pose problème du fait que le M23 aille à récupérer. Donc, lorsque on adhère à une organisation sous-régionale comme celle-là, il n'y a pas que de raison politique, bien sûr, que la priorité, c'est d'abord la paix, mais également les commerces. Malgré qu'on est en guerre, je vous dis que nous continuons à vivre ensemble avec ces gens. Donc, il y avait quand même une raison Il y a quand même des raisons économiques qui peuvent pousser le pays à pouvoir adhérer. Au-delà des raisons économiques, il y a également des raisons culturelles. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des alliances, il y a des mariages entre nous, les Congolais, mais également les Rwandais. Il y a également des mariages entre les Congolais et les Burundais. Donc, je peux même vous dire, en termes de langue, les Swahili est adopté d'ailleurs aujourd'hui au niveau de l'Union africaine comme une langue de travail. Donc, vous voyez qu'au-delà des raisons politiques, il y a des raisons également économiques ainsi que culturelles, voire même sociales, qui peuvent pousser un État à adhérer. Surtout que la situation que nous connaissons à l'est du pays, nous ne la connaissons pas en 5 ans passés. Vous avez bien dit lors de votre exposé, c'est des décennies à décennies. Aux problèmes complexes, il faut des solutions complexes également. Il ne faut pas qu'on dise, parce que moi j'essaie quand même de lire aussi, même dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent, on doit se retirer. C'est comme mon vieux qui venait de montrer que la force régionale n'est pas importante, et voire même notre adhésion dans cette organisation, peut-être qu'il y a eu des mauvais conseils. Mais comment vous évaluez le... Voilà. Maintenant, en termes d'évaluation de cette force régionale, vous avez dit, la force régionale, on a demandé, je crois, au mois de juin, que les chefs d'État avaient décidé de la mise en place. Mais je peux vous dire que le premier déploiement, nous connaissons tous, des contingents, je crois Kenya, est arrivé au mois de novembre. Novembre, oui. Voilà. Le 12 novembre. Donc, il y a un écart entre les résolutions, entre le parler des chefs d'État, que ce soit au niveau de l'EAC, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de plusieurs organisations régionales. Nous essayons toujours de critiquer ces organisations régionales du fait qu'elles ne sont pas vraiment en action.
il y a des sommets qui se sont tenus, il y a des accords et des accords qui ont été conclus, mais il se pose un problème d'actionner. Pour passer à l'action, ça pose problème. Regardez, on se rencontre au mois de juin, on décide la mise en place d'une force régionale. Mais le premier déploiement arrive au mois de novembre. Et là... Non, avant le déploiement des troupes kenyanes, il y avait des troupes qui étaient arrivées avant. Oui, il y avait des troupes qui étaient arrivées avant. Mais il se pose aussi un problème de leur déploiement. Quand vous regardez, ces troupes-là doivent... Parce que l'accord a été signé au mois de septembre. Au mois de septembre. Oui. Bon, disons, même si c'est au mois de septembre, et qu'il y a un problème, il y a l'avancée des M23. C'est comme je vous ai dit, aux problèmes complexes, on doit avoir des solutions complexes. Donc, on doit être le plus rapide possible. Mais le premier contingent arrive au mois de novembre. Maintenant, il se pose aussi un problème de déploiement. Ces contingents, quand vous regardez la mission qui est confiée à cette force régionale, elle n'est pas que de réprimer les M23. Il se pose aussi un problème de communication. La population, lorsqu'on communique avec la population, pour l'instant, c'est les M23. Alors que lorsque on confie la mission à la force régionale, cette mission n'est pas de venir traquer uniquement les M23. Et il se posait déjà même un problème sur les déclarations qui se faisaient. Mais je ne crois pas que c'est ce qui arrête les forces régionales à faire le travail. Non, non, mais il se pose un problème il y a la méfiance, d'abord la confiance entre cette force régionale ainsi que l'armée, les FARDC. Regardez les communiqués qui se tiennent. Lorsque le chef de la force régionale passe, il dit « Nous sommes venus pour une zone tampon ». La première des choses, on doit d'abord sécuriser l'aéroport de Goma. La sécurisation de l'aéroport de Goma veut dire qu'on doit arrêter d'abord les M23 de ne pas arriver au niveau de Goma. Ce n'est pas d'abord l'objectif de les déloger de là où ils sont. Alors, mais d'abord protéger l'aéroport de Goma. Maintenant, il faut aussi une bonne communication. C'est là où j'insiste sur la communication. Il faut une bonne communication entre les gouvernements, cette organisation également de l'EAC, ainsi que les populations locales. Parce que la population qui veut la paix, pour elle, et même les déclarations du chef de l'État, vous avez dit, on n'a pas voulu citer la chaîne dont le président a eu à s'exprimer, les présidents avaient communiqué pour faire donner confiance à la population, pour dire, cette force qui vient en appui au FARDC, c'est une force offensive. Elle va entrer par ceci, il y a eu des calendriers qui ont été élaborés. Maintenant, lorsque cette force arrive, on ne voit pas les résultats sur le terrain, on ne peut que dire qu'elle n'est pas efficace. Mais c'est retirer ou penser qu'elle doit automatiquement partir, moi je pense que ça ne serait pas aussi bien réfléchi, parce que notre adhésion dans cette organisation régionale n'est pas que politique. Non, mais ils peuvent partir, mais on reste avec d'autres relations. Mais non, de toutes les façons, Gustave Tshibangou, vous venez de le dire, ils sont encore très importants. Et la force régionale. Elle est encore très importante, cette force régionale, oui. Bien sûr, mais le fait de se placer seulement sur les zones de tampons n'est pas faire le travail que fait le FARDC aujourd'hui, parce que nous avons suivi des sorties médiatiques de plusieurs personnes, même les déclarations des membres de la société civile de cette partie du pays. Vous pensez que le fait de rester dans des zones tampons était vraiment important dans un pays ou bien dans un territoire où les sang coulent au jour le jour? Bon, effectivement, moi je me dis, même si la force régionale est là, la première chose à faire pour nous, c'est d'abord l'armée congolaise. On doit pas. C'est comme si, en réalité, nous comptons beaucoup plus sur une force régionale que sur notre armée. Alors que, quand vous lisez les communiqués, on nous dit aussi bien, nous sommes dans cette organisation régionale, les solutions sont d'abord internes. Après, on va demander. En réalité, c'est un appui de la CAC. De Est Communauté africaine. Tu vois, la CAC nous apporte un appui au FARDC en réalité. Et si on peut même réfléchir un peu simplement, vous êtes en conflit, je ne sais pas moi, avec votre voisin, et vous allez compter d'abord que une force d'unité que vous avez mise en place vient se placer devant d'abord vous-même. Mais il faut quand même voir aussi. C'est d'abord nous-mêmes d'abord. Il faut quand même voir, Gustave Tshibangou, les efforts de ceux que vous avez invités aussi. Ils ne doivent pas venir s'asseoir là où ils devraient en principe vous aider à combattre l'ennemi. C'est comme ça que moi je dis, nous pouvons les évaluer parce que le gouvernement a prévu même cette évaluation, je crois. Mais
qui ont dit, voilà, l'évaluation sera sans complaisance. Voilà, nous sommes habitués avec des discours, mais nous voudrions qu'on puisse passer à l'action. Cette évaluation, vous avez vu le dernier sommet qui a été tenu extraordinaire à Bujumbura. J'ai même suivi le ministre des Affaires étrangères de la RDC ainsi que celui de la communication, qui ont décrié qu'au niveau du communiqué final, il y a des choses qui n'ont pas été dites, alors qu'au moment des débats, ils ont relevé ça, et que le secrétaire général de l'EAC, M. Matouki, a eu à ne pas tenir compte de cela. Donc vous voyez déjà aussi que la sous-représentativité du pays dans ces organisations, si on avait déjà, à l'époque, c'est là où je rejoins peut-être mon vieux, qui a dit qu'on devait bien étudier notre adhésion dans cette organisation. Pourquoi ? Parce que déjà la représentativité pose problème. Pourquoi on ne peut pas avoir aussi un secrétaire général qui soit congolais dans cette organisation? Et à partir de ce moment, on peut avoir l'œil, même pas si il n'est pas secrétaire général, mais au moins il est dans le rouage, dans l'exécutif de cette organisation sous-régionale. C'est très important ce que vous dites, M. Dieudonné Mouchakaloucha. Vous avez tantôt évoqué la MONUSCO qui est arrivée depuis plus de décennies sur le sol congolais, mais qui n'a pas aussi réussi sa mission. Est-ce que vous pensez que là où la MONUSCO n'a pas réussi, les forces régionales vont réussir? Non, par contre, les forces régionales sont en train d'échouer. Et je suis très fier de mon frère Gustave. Il vient de me donner quelques éléments d'ailleurs que j'avais perdus en tête et sur lesquels il faut revenir sur ces plateaux pour pouvoir informer l'ensemble de la population congolaise. Parce qu'entre autres, nos interventions dans des grandes émissions comme celle-ci, c'est de pouvoir aider aussi ceux qui nous dirigent pour qu'on puisse avoir des changements et apporter un peu de solutions face à cette misère, face à ces assassinats, face à ces tueries perpétuelles à l'est de notre pays pendant cette période. Et donc, le fait que déjà, il a parlé d'un exemple où les gens sont en train de se battre et une personne vient s'interposer. Non seulement les forces de l'EAC sont venues s'interposer, mais cette force-là est venue nous bloquer. Donc on est venu bloquer l'armée congolaise de pouvoir se battre. Je suis convaincu, connaissant notre armée avec des soldats forts, dignes, compétents et bien formés, que peut-être si on n'avait pas mené les forces ou la force de l'EAC, ils auraient déjà conquis certains territoires. Je suis convaincu de ça. Personnellement, je suis convaincu de ça. Mais le fait qu'on amène cette force-là pour venir faire des zones tampons, c'est grave ça. Et c'est ce qui a créé même la révolte ce qui a fait monter la population de Goma, la colère. Donc, on est venu créer une zone tampon. Et quand on parle d'une zone tampon, Gustave, c'est un assistant d'université. Je trouve qu'il est vraiment très intelligent par rapport à la compréhension même globale de toutes les relations qu'il y a dans cette partie de l'Afrique. Quand on crée une zone tampon, ça veut dire qu'on est en train de contribuer à la balkanisation du pays. Et personne ne peut tolérer ça. Aucun Congolais, au moins nous tous à l'unanimité, que ce soit quelqu'un de la majorité, de l'opposition, de la société civile, certainement qu'il y a beaucoup de valeurs qui nous unissent, mais l'intégrité du territoire, l'unité du pays, de la RDC, personne ne peut brader ça. Et on nous amène une force qui vient créer une zone tampon. C'est-à-dire, on oblige au gouvernement, aux institutions de notre pays de pouvoir avoir une même mise sur cette zone. Ça veut dire que c'est une zone qui va être sous contrôle du M23 et qui va échapper à l'administration centrale. Aucun Congolais ne peut tolérer cela. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la méfiance, c'est normal. Du côté de la population, si la population ne porte pas cette force à cœur, les FARDC, on trouve que c'est une humiliation. Et ça même, si quelqu'un de nous était aussi dans l'armée, vous êtes en train de vous battre, on amène une force de pays hétéroclites et tout ça, et qui va donc, ça fait aussi une méfiance. Dis-moi alors, une force régionale qui n'a pas la confiance de la population, qui n'a pas la confiance de l'armée nationale, des FARDC, qu'est-ce que cette force va venir faire? Rien du tout. On parle de l'importance d'intégrer cette partie, la zone communauté Est-Afrique là. Non, on peut entretenir des relations bilatérales avec les pays, avec chaque pays de cette communauté, sans toutefois avoir les relations privilégiées avec l'ensemble de toute la communauté. Les conséquences sont lesquelles? Si on a des relations privilégiées avec le Burundi seulement, à ce moment, le Burundi peut nous aider à sécuriser la partie Est sans qu'on puisse faire recours à l'ensemble de la communauté de l'Est-Afrique.
les Kenyans, c'est un pays ami. Vous savez ce que les Kenyans ont fait à l'époque du président qui vient de sortir, Uhuru Kenyatta. Il a parrainé même les conventions ou les contrats politiques, ou si je peux me permettre, les deals qu'il y a eu entre le président à l'époque, candidat Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Donc c'est un pays qui porte la RDC avec lequel on peut collaborer d'une manière bilatérale avec les Kenyans sans pour autant entrer dans... Mais dès qu'on rentre dans la communauté de l'Est Afrique, les pays là, vous n'allez pas me dire que si, et il vient de le dire que la RDC est sous-représentée, je peux dire même qu'elle n'est même pas représentée là. Vous n'allez pas me dire que si on va voter quelque chose au niveau de la communauté, la RDC présente la candidature, les Rwandais présentent la candidature, l'Ouganda va soutenir la RDC au lieu de soutenir les Rwandais. Même un enfant qui a 2 ans, 3 ans, il va savoir que non, l'Ouganda est proche du Rwanda que de la RDC. Les Kenyans vont soutenir l'Ouganda plus que la RDC au regard de toutes les relations de bon voisinage qu'ils entretiennent ensemble. Et donc, ce sont des éléments qui ne rassurent pas, ce sont des éléments qui n'ont pas été bien analysés et qui ont conduit, je pense personnellement, certes que le président de la République, c'est lui qui décide, mais je pense que sur cette question, il a commis une erreur. Et c'est une erreur qui risque de se retourner contre lui. Parce que la conséquence va être laquelle? Il y a des questions, il y a des défis majeurs auxquels la RDC doit faire face pour le moment. Les défis d'ordre sécuritaire dans cette partie du territoire et les défis d'ordre électoral. Malheureusement, les deux sont en train de s'auto-influencer, s'il faut dire ainsi. Si on n'arrive pas à obtenir la paix à l'est de notre pays, on risque de croire effectivement que le président de la République, il y a certaines mauvaises langues. Il y a, en politique, lui, ils ne se font pas des cadeaux. Nous, encore, à ce ville, on peut comprendre. Mais il y a des gens qui risqueront de faire porter les chapeaux au président de la République qui a fait venir ces forces-là, qui ne veut pas résoudre la question sécuritaire à l'Est pour qu'il n'y ait pas élection. Et vous avez suivi, je sais que vous êtes très bien informés, les notables du Nord qui ils ont déclaré de l'Ituri qu'il est difficile de faire l'enrôlement dans ces zones-là tant que la guerre n'est pas terminée. Et donc, on va faire un raccordement direct pour dire non, on ne veut pas terminer la guerre à l'est de la RDC pour présenter un alibi ou un motif de ne pas organiser les élections. Et si par malheur, cette opinion ou passe ou prennent de l'ampleur au sein de la population congolaise, ça va faire un effet boomerang vis-à-vis du président de la République. On risque de croire que non, c'est lui qui a fait ça pour qu'on ne puisse pas avoir des élections. Cependant, moi je continue à croire que le président de la République, c'est demain, il est en train de fournir beaucoup d'efforts, mais qu'il ait l'occasion d'écouter, certes que c'est lui qui décide, mais qu'il ait l'occasion d'écouter les communautés locales et la société civile et les autres parties prenantes. Raison pour laquelle... C'est très important parce que ce sont eux qui vivent toutes ces atrocités commises dans cette partie du pays. Effectivement, comme vous venez de le dire, on n'a pas le temps de pouvoir attendre le temps, s'il faut dire ainsi. Les gens sont en train de mourir, il y a des déplacés, on ne peut pas dire, comme vient de le dire mon frère Gustave, même si théoriquement c'est vrai, que non, les forces sont entrées dans tel mois, il faut qu'ils attendent encore. Non, ce sont des militaires. Les militaires, c'est Iket Now. Il faut une frappe chirurgicale. Si on a dit qu'on amène une force régionale, et donc ce sont des militaires aguerris, on devait prendre des unités spécialisées dans leurs forces armées pour qu'on amène les gens qui vont directement attaquer, qui devraient passer par Bunagana. Et voilà même encore une fois, on a roulé le président de la République. On lui fait croire que non, les militaires vont venir par Bunagana, mais ils passent à un autre endroit. Et donc, on comprend, comme il venait de le dire mon frère Gustave, que la voix de la RDC ne pèse pas. Puisque si la voix de la RDC pesait, dès lors que le président de la République est déjà proclamé, est déjà dit que non, ils vont venir par cet itinéraire, c'est-à-dire qu'il avait tous les éléments probants. C'est ça, il avait tous les éléments avant de faire une sortie médiatique. Voilà, c'est ça. Et en plus, l'autre conséquence de cela, la souveraineté d'un pays ne se négocie pas. La souveraineté ne se négocie pas. Le fait qu'on ait fait venir cette force-là, ça empiète déjà une souveraineté de notre pays. Et je ne veux pas croire aux gens qui pensent que le président de la République, pour le moment, il n'a pas assez de pouvoir sur ces forces-là. Et donc, moi, ça me fait froid au dos que mon chef de l'État, mon président de la République, le premier numéro 1, le citoyen numéro 1 de notre pays qui doit constituer notre fierté, il manque une ascendance sur une force qui vient de l'extérieur, qui est sur notre territoire. Et donc, ça c'est intolérable, on ne peut pas accepter, raison pour laquelle, j'insiste et je le dis,
pour nous, de la société civile, il faut faire partir cette force régionale. Si ce n'est pas tard, si ça n'aura pas beaucoup de conséquences, parce qu'en les faisant venir, peut-être qu'il y a d'autres contrats. Gustave peut-être en sait plus par rapport aux recherches qu'il fait sur cette question, étant donné qu'il travaille, il a une vue d'Afrique par rapport à son organisation et une vue régionale. Et donc, c'est dommage, c'est déplorable qu'on ait induit le président de la République en erreur pour signer non seulement l'adhésion de la RDC dans la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est, mais grave encore d'avoir accepté que les forces militaires de l'EAC puissent se déployer dans notre pays, et surtout que depuis qu'ils sont venus, Bounagan était toujours occupé, on a encore pris plus de villages, on n'a jamais récupéré quoi que ce soit. Et donc, quel est l'élément palpable, quel est l'élément qu'on peut présenter à un citoyen congolais, à la population du Nord Kivu, même à nous qui sommes ici à Kinshasa, pour que nous puissions être fiers que cette force est utile pour nous. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que ces forces régionales essaient même d'empêcher les FARDC à se battre. Nous allons suivre la sortie médiatique du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Nous allons revenir juste après. Force régionale qui se trouve à Goma. Nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre force armée. Gustave Tchibango, le pays doit s'assumer. Nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale. C'était juste après la réunion avec l'équipe de la défense nationale de la République démocratique du Congo. Bien sûr, le président de la commission sécurité et défense était là. Vous l'avez vu, Bertin Mobonzi. Il a déclaré qu'il faut, dès que le pays s'assume, il faut même regarder s'il faut faire partir les forces régionales sur le sol congolais. Que pensez-vous de cette sortie médiatique ? En fait, cette sortie médiatique, en fait, je félicite le président de l'Assemblée nationale. C'est son rôle, c'est une institution. Vous savez, le Parlement, c'est une institution parmi les 4 institutions de la République. Et donc, avec son collègue du Sénat, je crois que les pays doivent s'assumer. C'est vraiment... ça dit tout. Les pays doivent s'assumer ne veut pas seulement dire faire partir la force régionale. Les pays doivent s'assumer, vous avez suivi l'interview. Il dit on ne doit pas laisser les chefs de l'État seuls. Ça veut dire qu'on veut la participation de tous, à tous les niveaux. Donc moi je parle toujours de leadership par niveau. Quand on parle de chef de l'État, il est chef de l'État, il est représenté dans les entités par le gouverneur, vous avez 26 gouverneurs, et là par exemple la situation est au niveau de l'Est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu. Ça veut dire que les représentants du chef de l'État dans leurs entités sont aussi interpellés par ces discours du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Ça veut dire que chacun doit jouer sa partition. Et le chef de l'État, comme c'est le magistrat suprême, lorsqu'il veut prendre une décision, il doit avoir tous les éléments possibles. Et ces éléments doivent provenir non pas seulement de l'armée, mais également de la société civile. Et la consultation, je crois, les consultations ne doivent pas être seulement, je ne sais pas, une grande activité où le chef de l'État doit recevoir des gens. Non. Même en audience de 5 minutes où il peut avoir l'avis de mon vieux qui est en face de moi ici, il est dans le panel des experts de la société civile, et la société civile peut dire au président de la République, par rapport à cette situation,
voilà ce que nous passons. Nous avons des informations et la décision que le chef de l'État doit prendre, c'est une décision qui engage toute la nation et que cette décision, avant de la prendre, il faut que le président de la République ait tous les éléments possibles. Je sais qu'il est le magistrat suprême, il est le plus informé que nous, mais il y a aussi des informations qui viennent du niveau local qui ne peuvent provenir que de la société civile. Et donc, moi, je pense que cette déclaration du président de l'Assemblée nationale est une déclaration vraiment interpellatrice où chacun doit être maintenant là aux aguets. Et moi, je pense qu'au niveau de la force régionale, nous pouvons également leur donner encore une chance parce que nous sommes dans une organisation sous-régionale. Notre voix, là, nous allons continuer toujours à insister que notre voix n'a pas de poids dans cette organisation du fait que dans le passé, nous ne nous sommes pas préparés. Et je vais vous dire, moi-même, j'ai été dans l'Académie des jeunes agents de changement, dont les lauréats ont été issus et ont mis en place ces réseaux, que nous appelons réseau des jeunes agents de changement de l'Union africaine. Le programme du président de la République était quoi? Il a remarqué qu'au sein des organes de l'Union africaine, les Congolais n'y étaient pas. Et il a pensé à long terme de mettre en place une académie qui forme le jeune, qui prépare le jeune à intégrer la fonction publique régionale ainsi qu'internationale. C'est comme ça que nous avons été formés. Donc l'objectif, c'est qu'à la longue, nous ayons un peu beaucoup plus de Congolais qui sont dans ces organisations. Et je pense que ce genre de choses ne pourront pas arriver si on avait seulement quelques représentants dans l'exécutif de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Mais nous n'en avons pas parce que déjà dans le passé, il n'y avait pas de planification. On ne pensait pas que demain, on peut adhérer à une organisation et que nous devrions préparer les Congolais à pouvoir intégrer ces organisations-là. Et donc moi je pense que la déclaration du président de l'Assemblée nationale, c'est vraiment une déclaration qui doit nous interpeller tous, en commençant d'abord par les magistrats suprêmes et tous ceux qui ont des responsabilités à tous les niveaux. Que ce soit celui qui est dans les domaines de la sécurité, que ce soit nous, les gens qui sont dans la société civile, que ce soit ceux qui sont au niveau de l'Est là-bas, même la population, les jeunes également, nous devrions nous assumer, mais en dépit de ça, il faut tenir compte, comme je vous ai dit ici, les raisons culturelles, les raisons également économiques, ainsi que les raisons sociales. Parce qu'il y a des gens qui peuvent profiter. J'ai vu des manifestations, par exemple, à Goma, les gens qui vont vouloir profiter des différentes manifestations pour pouvoir faire peut-être des choses qui ne vont pas dans le sens de la positivité. Donc, Gustave, pour des raisons économiques et culturelles, il faut, selon vous, rester, ou bien encore continuer à évaluer les forces régionales pour ne pas perdre toutes ces valeurs que vous venez de citer tout à l'heure, alors que sur le sol congolais, il y a des gens qui sont en train de mourir. Tout ce qui est important maintenant, selon plusieurs sources, même le président de l'Assemblée nationale, vous avez entendu, il a dit, s'ils n'arrivent pas à faire leur travail, qu'ils quittent notre territoire national. Donc pour vous, il faut privilégier toutes les autres relations aussi, malgré qu'il y a l'insécurité dans... Il y a les sangs qui sont en train de couler. Non, en fait... Ça, on comprend bien. Non. Il faut bien me comprendre. Quand je parle des raisons économiques ainsi que sociales et autres, je ne dis pas parce que le contexte on doit nécessairement rester dans cette organisation. Le contexte aujourd'hui est sécuritaire. Il faut tout faire pour rétablir la paix dans effectivement, la partie du pays. Et c'est comme ça que je vous ai dit que le rétablissement de la paix, c'est complexe aussi. Il ne faut pas qu'on minimise ça. C'est comme ça que je parle d'une bonne communication, à la fois au niveau du gouvernement, même au niveau de cette force régionale. Parce que la communication est vraiment très importante. Lorsque la force régionale arrive et qu'il y a des déclarations, le président de la République, qui a toutes les informations possibles, qui annonce que les troupes vont entrer par telle frontière, et que l'on retrouve la force régionale qui s'exprime pour dire « nous ne sommes pas entrés par là, nous entrons par ici ». Déjà, ça crée un climat de méfiance. Même au niveau de la population, on s'est dit, mais le chef de l'État lui-même, qui avait toutes les informations possibles, eux devaient en réalité lui donner toutes les informations et respecter le calendrier, respecter la lignée, mais ils ne respectent pas.
Et du coup, la méfiance s'est installée au niveau de l'opinion. C'est comme ça qu'une bonne communication également va permettre à ce que nous puissions bien évaluer en même temps cette force régionale au niveau de l'Est du pays. Oui, parce que vous avez parlé de l'évaluation, M. Dieudonné Mouchagaloussa. Le chef de la diplomatie congolaise, le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundu, l'a été hier. Devant la presse, c'était avec le ministre de la Communication. Il a parlé de l'évaluation, mais a souligné à la fin que l'idée n'est pas de faire partir les forces régionales, mais de pouvoir évaluer pour voir la possibilité s'ils peuvent partir ou encore continuer à rester. Déjà, vous êtes d'avis avec le président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il faut faire partir s'ils n'arrivent pas. Également, lui est quand même allé trop loin. Il a dit qu'ils ne sont pas là seulement pour des zones tampons, mais s'ils s'hasardent à pouvoir aider les groupes rebelles à continuer à s'aimer la terreur dans la partie est du pays, il faut le faire partir. Qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup, Edouard. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, quand des choses sont bien, quand on parle de bonnes choses, nous devons les féliciter comme acteurs de la société civile. Quand les choses ne marchent pas, nous disons que ça ne marche pas. Ce n'est pas de mauvaise foi, mais c'est ça notre rôle. Là, il faut vraiment féliciter, il faut saluer le président de l'Assemblée nationale, le fait qu'il ait pris cette décision ou ce courage de pouvoir dire à la face du monde la position qui pourra être celle que l'Assemblée va présenter au président de la République. Et donc, il faut saluer cela. Mais j'en profite pour rappeler l'honorable Mbosso qu'il avait dit qu'il connaissait ceux qui entretiennent la guerre à l'est du pays. Nous continuons à attendre l'honorable Mbosso de pouvoir nous donner cette liste-là pour que la République puisse s'en occuper. Cependant, bravo à cela. Et je pense que cela dit cela, je vois qu'à ses côtés, il y a les ministres de la Défense qu'il faut saluer par rapport à tous ces des instruments qu'ils venaient de donner ou de doter à la République et qui peuvent permettre à ce que les FARDC reprennent du poil par rapport à ce qu'on est en train de vivre à l'est du pays, notamment la politique générale de la défense. Mais également, il y a cette loi sur la programmation militaire, finalement, qui va permettre à l'armée d'avoir autant de moyens, de pouvoir être recyclée. Et je crois, j'avais suivi Gilles Palou qui avait dit que les FARDC peuvent obtenir maintenant 1 milliard de dollars par rapport à cette loi sur la programmation militaire. Et donc, ce sont des instruments, des outils importants qu'on peut exploiter. La loi sur la programmation militaire et les documents sur la politique de défense de notre pays. Et je pense que ce qui a rassuré au président de l'Assemblée nationale, évidemment avec peut-être les conseils, comme venait de le dire, c'est vous qui avez parlé de l'honorable Berthe Moubonzi, qui s'occupe aussi des questions de la défense au niveau de l'Assemblée. Certainement que mis ensemble tous ces instruments et tous ces mécanismes, ils ont remarqué que les FARDC peuvent maintenant faire quelque chose, raison pour laquelle ils demandent effectivement que ça puisse partir. Et il a utilisé un terme où il parlait tout le monde, il parlait de tous. Donc, quand on parle de tout le monde, je pense que le président de la République, il a initié une campagne à un moment donné qui avait, qui avait intéressé l'ensemble de la population congolaise. Tout ce qu'on a fait sur la mobilisation pour le soutien des FARDC, c'était une occasion de pouvoir mobiliser tout le monde. Mais depuis qu'on a initié cette campagne-là, depuis qu'on a initié ces actions-là, on ne voit plus rien. Les efforts qu'on devrait concentrer sur le plan interne afin de soutenir les FARDC, ces efforts-là, on les a concentrés à l'extérieur. Et donc, je continue à me poser la question vraiment, ce qui conseille les chefs de l'État sur les questions de l'Est, est-ce qu'ils ont le temps vraiment d'analyser réellement ce que la population veut? Quelle est l'image qu'on veut donner, l'image du président de la République par rapport à cette situation aux populations de l'Est? Si ce qui les conseille arrive à décrypter l'image que les gens veulent avoir du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois qu'on peut éviter de continuer à l'induire en erreur. Maintenant, s'agissant de l'interview du point de presse du ministre du VPM des Affaires étrangères, Lutundula, je sais que c'est un homme extrêmement intelligent, Lutundula. Ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a commencé, il était à la conférence nationale souveraine. Vous avez suivi à l'époque, quand on a quitté le dialogue intercongolais, il avait initié une commission. Et donc, et comme surtout ministre des Affaires étrangères, il peut parler en demi-mot. Quand il parle de l'évaluation, nous tous, même avec un minimum de connaissances, des études que nous avons faites, quand on veut évaluer, c'est-à-dire que les choses ne marchent pas.
C'est ce qu'il veut dire. Et il faut que les gens comprennent ça. Et c'est ce que moi j'ai compris. Si les choses marchaient bien, on n'allait pas dire de l'évaluation. Mais comme les choses ne marchent pas bien, et donc il est clair et net que tout le monde, sauf effectivement quelques politiciens qui veulent caresser les chefs de l'État dans le sens du poil pour préserver les postes ou pour ceci ou cela, mais ils doivent savoir que je pèse bien les mots, j'ai le temps de parler avec moi-même, je suis de l'Est, je suis parmi la notabilité du Sud Kivu. L'image du président de la République est en train de se détériorer de plus en plus à l'Est par rapport à la présence de cette force de l'EAC. Alors qu'il y a, je crois, 6 mois, 7 mois, la cote du président de la République à l'Est avait déjà monté lorsqu'il avait pointé les Rwandais, lorsqu'on a vu qu'il venait avec une vigueur, il a donné l'espoir, il a dit les Rwandais, il l'a attaqué, il a parlé, et les gens ont dit voilà, nous pensons que finalement le président de la République rentre dans ce que nous voulons voir, rétablir l'honneur, la dignité des Congolais, restaurer l'intégrité du territoire et tout ça. Mais d'un coup, cet espoir-là, comme je viens de le dire, même toute la mobilisation, nous-mêmes comme société civile, je crois que Gustave le sait, nous avons mobilisé ici à Kinshasa, pour une fois, en République démocratique du Congo, toutes les tendances de la société civile se sont mises ensemble pour organiser une marche de soutien à cela. Mais après cela, on a vu qu'au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, c'est une question qui ne les intéressait pas. On préfère dépenser de l'argent parce qu'il ne faut pas oublier, cette force qui est chez nous, ça pèse sur le plan économique, sur le plan budgétaire. Donc, ce sont des millions de dollars qui sont en train de partir. L'argent qui peut servir au FRDC, l'argent qui peut servir pour beaucoup de choses, mais l'argent est en train de partir. Parce que ces militaires-là ne viennent pas pour de bons yeux. Ils ne viennent pas pour dire non, les Congolais sont en train de mourir, nous allons là pour mourir pour leur bien. Non, ils viennent entre autres parce qu'ils ont un intérêt par rapport à ça. Voilà, nous avançons sûrement vers la fin de l'émission, mais pour ceux qui nous ont rejoints, vous suivez Chemin Critique, votre émission qui analyse aussi de nombreuses questions. Gustave Tshivangu, on aimerait savoir pourquoi la solution à la crise de l'Est doit toujours venir de l'étranger. On a vu d'abord avec le président Mouzé qui a invité les forces extérieures, et avec le président, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi Tshilombo, on voit encore, d'abord, commençons avec la MONUSCO qui est venue, qui malgré tout essaye de ne rien faire parce que l'insécurité continue, malgré qu'il est l'émanation du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel sont regroupées toutes les grandes puissances du monde. On espérait de toutes les façons que la MONUSCO pourrait arrêter cette histoire comme une mouche, en quelque sorte. Mais pourquoi? La question, c'est aussi fondamental parce que de nombreux de nos téléspectateurs nous posent cette question. Mais pourquoi la solution à la crise de l'Est doit-elle toujours venir de l'étranger? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, il faut déjà rectifier. Ce n'est pas que la solution doit venir nécessairement des... Non, c'est parce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a un problème à l'Est, on fait recours à la force extérieure. En fait, c'est comme je le disais dès le départ, les questions non répondues d'aujourd'hui sont des problèmes de demain. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, nous n'avions pas eu une bonne préparation. Et lorsque M. Mouchagalous a parlé, il a évoqué des documents qui ont été élaborés dernièrement, alors qu'un État sérieux, un État qui se prépare par rapport à notre position géostratégique, par rapport à nos ressources tant minières, nous sommes enviés. Et le problème de la RDC vient de cet extérieur-là. Qui finance les M23 ? Qui finance tous ces groupes armés? C'est l'extérieur, c'est clair, c'est bien dit. Et je crois, le pape était venu ici, vous avez suivi la déclaration du pape. Il a demandé au monde occidental de retirer leurs mains de l'Afrique, de retirer leurs mains de la RDC. Ça veut dire que le problème vient de là. Et une partie, on ne dit pas que toute la solution viendrait de l'extérieur, mais une partie de la solution viendrait également de l'extérieur. Et il faut de la diplomatie pour ça. Mais face au M23, est-ce que vous pensez que seule l'option militaire suffit? Non. Parce que la crainte est toujours l'infiltration dans l'armée et les services de sécurité. Mais la réalité est telle qu'il y a infiltration. Est-ce que quand on parle d'infiltration, ce n'est pas une vérité? C'est réel. Voilà pourquoi, quand ces deux instruments sont élaborés, on vous dit qu'il y a une politique de défense qui n'existait pas en réalité. C'est pour ça qu'on doit même féliciter le président de l'Assemblée nationale. Mais également, on a une loi sur la programmation militaire.
Ça veut dire qu'on commence à devenir, en réalité, un peu sérieux. On commence maintenant à planifier les choses. C'est maintenant que nous commencions à planifier notre sécurité, qui n'était pas planifiée dans le passé. Et donc, avec cette loi de programmation militaire, ça va permettre à renforcer notre armée, à la fois sur le plan logistique, mais également sur le plan de la formation. Et cela ne va pas se faire en 2 jours, en 3 jours et attaquer les M23. Donc, les questions, c'est comme je disais, les questions de sécurité, ce sont des questions complexes et qu'on ne peut pas peut-être tout étaler au niveau de la presse pour commencer à dire, voilà, à tel niveau, nous avons autant d'effectifs, à tel niveau, nous avons telle logistique. On ne peut pas quand même le faire. Mais avec ces 2 documents, nous commençons à devenir maintenant, je peux dire, nous commençons à devenir un État. Et c'est avec ça. La question, ce n'est pas seulement l'élaborer comme on les a élaborés. La question maintenant, c'est passer à l'action. Il faut maintenant que ces documents qui sont élaborés, qui sont validés, qui seront peut-être, je ne sais pas, peut-être M. Mouchagalous a des informations là-dessus. Je ne sais pas si le président de la République a déjà promulgué cette loi de programmation militaire. Déjà, oui. Voilà, comme c'est déjà publié, donc on doit promulguer. Maintenant, on doit passer à l'action. Et cette programmation, ce n'est pas 2 jours, 3 jours. Vous voyez un peu. Et au-delà de ça, il faut une combinaison. En réalité, la solution de la situation de l'Est, c'est une combinaison également des mesures. À la fois des mesures qui soient prises au niveau local, là où se tient la guerre, il faut une participation également de tous. Aujourd'hui, vous avez par exemple la jeunesse. Si vous regardez la majorité des gens qui participent dans ces groupes armés, ce sont des jeunes. Mais dernièrement, il y a eu un plan d'action national sur la résolution, je crois, 2250, jeunesse, paix et sécurité, qui a été élaboré, validé par le Conseil des ministres. Et maintenant, là, on est en train de penser comment pouvoir mettre ça en œuvre. Tout ça, ça va pouvoir contribuer au rétablissement de la paix. Donc, c'est une combinaison. Ce n'est pas seulement l'option militaire, mais également, il y a d'autres options diplomatiques qui doivent intervenir. Et les chefs de l'État a une responsabilité quant à ça. Monsieur Dieudonné, on voit des forces extérieures, surtout la diplomatie, insistent sur des négociations. Vous ne pensez pas que ce soit une voie pour la pacification de l'Est, mais surtout pour faire taire le M23? Bon, il y a 2 choses, 3 choses d'ailleurs qu'il faut dire. Comme acteur de la société civile, tout ce qui concerne les dialogues, les échanges, on ne peut que soutenir cela. Et donc, il n'y a aucun acteur de la société civile qui peut vous dire qu'il ne faut pas dialoguer. Et d'ailleurs, nous sommes en train de dire que par rapport à ces 2 défis-là, et comme le président Bosso venait de le dire, d'associer tout le monde, par rapport à cette question, il est important que le président de la République puisse effectivement associer tous les enfants du pays. Évidemment, si on parle de tous les enfants du pays, Gustave avait déjà donné quelques pistes pendant 5-10 minutes ou par voie de représentativité pour que finalement on dégage des options fondamentales pour qu'on puisse avoir une orientation, pour qu'on puisse décider finalement qu'est-ce qu'on va prendre comme chemin pour pouvoir résorber cette crise, pour pouvoir résoudre cette situation sécuritaire à l'est du pays. Nous avons vu le président de la République, lorsqu'il a constitué l'Union sacrée, quand il a cassé l'alliance FCC-CACH, nous avons vu qu'il a fait des consultations parce qu'il voulait obtenir une majorité politique, il se sentait à l'aise d'avoir des leviers politiques sur lesquels il va appuyer. Qu'est-ce qui l'empêche d'épuiser dans cette même sagesse pour réunir les gens autour d'une table ou pour faire une consultation, pour dire voici la situation que nous traversons, qu'est-ce que vous pensez nous pouvons faire? Nous avons même suivi qu'on a conseillé même de pouvoir consulter son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila, pour pouvoir dire vous avez déjà géré cette situation, comment est-ce que moi je peux me comporter? Et surtout qu'à l'époque de Joseph Kabila, les M23 n'existaient plus. Et donc il peut l'aider par rapport à cette situation. Et donc voilà, nous pensons que les négociations, les dialogues sont importantes pour que finalement on puisse dégager les grandes options qu'il faut faire par rapport à ces 2 défis, surtout les défis d'ordre sécuritaire à l'est du pays. Mais quelles sont des paix proposez-vous concrètement? Quelles sont des paix en tant que société civile, bien sûr? Bon, évidemment, on a déjà parlé, nous pensons que l'armée, d'abord pour nous, il faut rétablir la dignité, l'honneur des Congolais à travers une guerre qu'il faut mener contre les mouvements du M23. Et surtout que jusqu'à ce jour, on ne sait pas comment est-ce que le gouvernement qualifie le M23. C'est aussi ça le problème.
Tantôt on qualifie les M23 de terroristes. S'ils sont terroristes, comment un chef d'état-major ou un sous-chef d'état-major peut aller les consulter? Nous l'avons vu à partir rencontrer les M23. Nous venons de voir le président Uhuru Kenyatta recevoir les M23 dans des négociations. Donc, il faut que la RDC puisse d'abord qualifier les M23. Si on les prend comme terroristes, on adopte des schémas liés à la traque des terroristes. Si on les considère comme des belligérants, comme des rebelles, on prend un schéma qui est lié, un schéma qui doit les traiter comme tel, et on amorce des mécanismes de pouvoir dialoguer avec et de pouvoir réduire, résorber cette crise. Mais il faut qu'il y ait une bonne qualification. Mais jusqu'à présent, tantôt les gouvernements les considèrent terroristes, tantôt des mouvements rebelles, tantôt des résidus, tantôt des supplétifs du Rwanda. On ne sait pas les qualifier. Donc c'est difficile de pouvoir, c'est entre autres ça l'une des propositions. Gustave Tshibanga, au regard de tout ce que nous avons dit, au regard des analyses personnelles, quelles sont les solutions de paix plutôt proposez-vous pour la pacification de l'Est? Ok, en fait, les solutions, c'est comme je vous ai dit, elles doivent être regroupées. Il y a des solutions qui sont politiques et au niveau de la diplomatie également, il faut que nous continuions parce que je le vois souvent, je crois les 16, les 17, les chefs d'État seront en session, je crois à Addis Abeba, dans le cadre de l'Union africaine. Ça sera également une occasion pour les chefs de l'État de pouvoir dénoncer parce que, bon, on comprend, la population, voilà, on ne va pas se limiter à pouvoir dénoncer, mais on va continuer aussi à dénoncer. Parce que on dénonce pour que notre voix soit entendue. Parce qu'avant, on n'avait pas également accès à ces instances. Mais des solutions on doit quand même le dire. Maintenant, les solutions sont principalement internes. C'est comme je vous ai dit ici. Nous ne nous étions pas préparés. Et nous sommes censés nous préparer avec ces deux instruments qui ont été validés. La politique de la défense ainsi que la loi sur la programmation militaire. C'est le moment où les dires du président de l'Assemblée nationale, que tout le monde, pas les chefs de l'État seulement, les pays en danger, vous êtes ministre, je ne sais pas moi, ministre des Finances, il faut mobiliser de plus en plus de fonds, doter, pour celui qui est au ministère du Budget, doter l'armée des ressources financières capables de pouvoir le permettre. C'est ce qu'ils ont déjà, c'est ce qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Mais effectivement, là c'est une loi de finances qui a été validée et tout. Mais la question c'est au niveau de l'exécution. Nous connaissons notre pays. Il y a des secteurs où on a par exemple 100% d'estimation, mais au moment de l'exécution, vous allez voir que les taux d'exécution il est à 22%, 20%. Merci. C'est capable. Oui, donc, permettez en une seconde. Merci, c'est ce que je voulais aussi dire, avec vraiment un cri de cœur, demander au président de la République d'essayer de diminuer les voyages qu'il fait à l'extérieur et qu'il reste au pays même pendant 2 mois, 3 mois pour palper des doigts les réalités de ce qui se passe, la situation sécuritaire. Donc, Mokonzi Amboka, Tikala ko Kende Bele Libanda, merci la télé sur le temps, merci, je vous remercie d'être sur ce plateau, monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, bien sûr, vous êtes, je le rappelle, vous êtes coordonnateur national du panel des experts de la société civile, mais également merci à Gustave Tshibanga, assistant à l'université de Kinshasa, mais aussi coordonnateur du mouvement des jeunes de l'Union africaine. Vous étiez nombreux, mesdames et messieurs, à suivre Chemin Critique. Restez branchés sur votre chaîne de télévision. Pour Chemin Critique, retrouvez-nous jeudi plutôt à 21 h comme toujours. Merci. Merci.
Suivez Géopolis Télévision sur TNT, canal 260 et sur Easy TV, canal 150. Suivez Géopolis Télévision sur